Laissez-moi vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire de la rencontre entre une compagnie de danse appelée Free Salsa basée dans la région bordelaise, d'un peuple vivant dans le désert du Sahel et d'une ethnie appelée Bijago, perdue quelque part dans l'océan. Un soir de 2007, un élève qui deviendrait un ami, Mams, me raconte son histoire et son plus grand rêve. Pouvoir un jour amener l'eau dans son village de naissance, Gao des Bofé, dans le désert du Djeri au Sénégal. Entouré d'une équipe incroyable, prêt à relever n'importe quel défi, nous mettons en place un festival appelé Salsa Africa. Au programme, des stages de danse, des spectacles et des concerts qui auront pour but de recueillir les 35 000 € nécessaires à l'achat d'une pompe surpuissante qui, on l'espère, fera couler l'eau dans cette partie du désert. Pendant plusieurs années, des artistes viendront gratuitement participer à cet incroyable projet et en seulement 2 ans, nous sommes prêts à partir. C'est Agnès, la comptable de notre association qui partira avec Mams en 2010 et 2012, rencontrer les habitants de Décoletaredji et s'assurer du bon déroulement de la mission. Après pas mal de péripéties, la pompe est installée, l'eau coule enfin au cœur du village, permettant l'expansion de l'élevage et la création de zones de maraîchage. Cette première mission est terminée, et devant les vidéos faites par Agnès et Mams des habitants de ce village en train de chanter et de crier de joie, il nous paraît évident que cette aventure ne fait que commencer. Les festivals s'enchaînent et en 2013, une équipe décide de partir sur le terrain dans le but de recueillir les doléances de plusieurs villages et de réaliser un projet fantastique. La création d'un hôpital de 300 mètres carrés dans le village de Mafré. En privilégiant d'abord la sécurité de l'équipe, nous ferons 14 heures de route dans des superbes Peugeot 504 chargés de fournitures scolaires et médicales pour les populations. Nous serons invités par les meilleures cuisinières de la région et pour finir, nous serons installés dans le plus grand hôtel du village. L'accueil et les rencontres que nous avons pu faire dans l'ensemble de ces villages a laissé à chacun de nous un sentiment indescriptible. Une bascule incessante entre des moments magiques et irréels et d'autres moments difficiles et bien réels. Il est temps pour nous de rentrer et au-delà de toute attente, cette mission aura atteint son objectif principal. Nous ne serons plus jamais les mêmes personnes qu'avant notre départ. De retour en France, nous reprenons l'organisation des festivals Salsa Africa. Et en 2016, notre association fait le choix de modifier ses statuts pour devenir une compagnie culturo-humanitaire. Une grande partie ou la totalité de nos bénéfices annuels sera reversée à nos projets. Notre objectif ? Être totalement indépendant et montrer nos propres missions sur le terrain. Nous sommes en 2015. La construction de l'hôpital dans le village de Mafré est enfin terminée. Il est temps pour nous de repartir sur le terrain afin d'assister à l'inauguration de notre dispensaire. Grâce au partenariat fait avec les hôpitaux de Bordeaux, les pharmacies, les maisons de retraite et la générosité de nos élèves, nous arrivons avec un conteneur entier de matériel médical pour que notre dispensaire ouvre dans les meilleures conditions possibles et que nous puissions distribuer le reste du matériel dans une dizaine de villages alentours. Ce dispensaire de 300 mètres carrés comprend une salle d'accouchement, plusieurs chambres pour les malades, une grande pharmacie avec un bureau pour la responsable du dispensaire. Sans oublier des logements pour les médecins avec toilettes et salle de bain. Grâce à un travail acharné de notre directeur technique Bertrand Dupouille, tous nos bâtiments construits seront munis de panneaux photovoltaïques pour qu'enfin la nuit tombée, l'électricité remplace au moment des blessures et des accouchements les feux de bois et les lampes de poche. Lors de ce voyage, nous prenons conscience que l'ensemble de la logistique, l'accueil des villageois, l'hébergement, les rencontres avec les autorités locales et le transport, est géré par une personne qui depuis le début reste dans l'ombre, M. Abdul Rahman Sow. Toujours accompagné par cet homme au grand cœur venu de Mauritanie, qui sera de tous nos voyages, notre traducteur et homme de confiance, M. Mamaori. Il est temps pour nous de rentrer et de laisser mon équipe de choc souffler un peu. Ou pas. Nous sommes au mois de septembre, en pleine promotion pour la compagnie. Je passe comme chaque année au campus de Bicy et m'aperçois qu'il est entièrement vide. Celui-ci déménage. J'arrive à contacter son directeur, Yvan Perrer, et quelques heures plus tard, il accepte de nous donner l'ensemble du matériel pour nos missions humanitaires. Des centaines d'ordinateurs, de tables, de chaises, des amphithéâtres complets, des tableaux. Avec un ultimatum, nous avons 15 jours pour tout récolter. Nous nous retrouvons sur place avec tout le staff, des copains, des entrepreneurs et certains élèves de notre association inscrits depuis moins d'une semaine. N'ayant pas de local de stockage, Pierre Ducoute, maire de Cestas, nous met à disposition un local de 800 mètres carrés gratuitement pour entreposer le matériel. En quelques semaines,
Ma fille, Jade, en stage dans notre association et des membres du staff, recueille plusieurs tonnes de livres scolaires pendant que notre incroyable équipe passe ses soirées et ses week-ends entiers à trier, ranger, classer des tonnes de matériel déjà prêt à partir. Nous n'étions pas prêts, le Sénégal non plus. Nos 3 conteneurs et leurs 50 tonnes de matériel sont bloqués au port de Dakar. Après 76 heures de discussion, nous arrivons enfin à débloquer la situation. Il ne nous reste plus qu'à embaucher une dizaine de Gambiens trouvés au bord de la route comme dockers et chercher 3 camions qui vont devoir faire les 14 heures de route vers le Fouta. Après 2-3 péripéties supplémentaires, le matériel arrive enfin aux portes du désert et les enfants sont là pour nous aider à décharger. Nous venons de déménager un campus complet de Mérignac à Podor, porte de la Mauritanie. Maintenant que nous avons tout ce matériel scolaire à fournir aux populations, il ne manque qu'une seule chose, des écoles. Lors de notre précédent voyage, nous avons traversé un petit village reculé dans le désert appelé Vine des Boquiers. Nous y avons fait la rencontre d'un jeune professeur extraordinaire, Papa Madiorfal. Celui-ci nous explique que, faute de moyens financiers, la plupart des villageois construisent eux-mêmes leurs écoles avec des branches. Ces écoles sont appelées écoles provisoires. Plus important encore, ces jeunes professeurs diplômés doivent commencer leur carrière dans des villages comme celui-ci, sans eau, sans électricité, sans logement et tout simplement sans école. Mais pire encore, la plupart du temps ils arrivent dans des villages où la population ne parle même pas la même langue qu'eux. Extrêmement touchés par le courage et l'engagement de ce professeur, nous prenons la décision de construire notre première école dans ce village et bien évidemment, celle-ci sera munie d'une chambre, d'un bureau, de toilettes et de l'électricité. Nous avons déjà, grâce au campus de Bissy, tout le matériel sur place. Il nous suffit juste de le ramener au village, auquel nous pouvons rajouter quelques centaines de stylos, de cahiers, de manuels scolaires ainsi que du matériel sportif. Notre première école est construite et nous sommes présents pour l'inauguration. Alors, fort de cette expérience, nous décidons dans l'avenir de poursuivre la construction d'écoles. Aux acteurs de l'ONG Free Salsa, merci, merci et merci encore. Maintenant, laissez-moi vous présenter l'école de Diundou. Le problème principal est que cette école provisoire est faite de paille, et donc se fait manger régulièrement par les vaches et les chèvres qui circulent librement dans cette zone. Notre décision est prise. Nous construirons une école immangeable dans ce village qui nous a tant touchés. Entre le moment de l'ouverture de l'école et notre retour dans ce village, des années se sont écoulées. Nous sommes en 2024 et tous les villageois nous accueillent pour nous remercier chaleureusement. Ils nous attendaient depuis longtemps. Lors d'un précédent voyage en 2016, Abby, la belle-mère de Mams, nous invite à découvrir son village natal. Nous sommes accueillis par le chef de village, qui nous explique que malheureusement pour eux, les tempêtes de sable répétitives dans cette zone du désert détruisent régulièrement leur école de fortune. Mais ce jour-là, un groupe de jeunes filles vient nous voir pour discuter, et une demoiselle courageuse nous explique qu'ils sont plus de 150 enfants à ne savoir ni lire ni écrire. Par le biais d'un traducteur, Amoudou, elle me demande s'il est possible de leur construire une école. Je lui réponds alors sur le moment que nous ferons de notre mieux. L'année suivante, les travaux étaient déjà commencés. Encore une fois, les années sont passées et nous revenons dans ce village où la population nous attend depuis déjà bien longtemps pour nous remercier. Nous sommes très heureux et très fiers de découvrir cette école, qui reste à ce jour l'une de nos plus belles constructions. Eau, électricité, toilettes, salle de bain et maison de fonction, Bertrand a vu grand. Tous les habitants du village sont là. Les autorités locales ont fait le déplacement pour nous accueillir, mais surtout, nous sommes surpris de voir que tous les élèves ont été conviés pour l'inauguration officielle du bâtiment. L'émotion est au rendez-vous. Invitée par le directeur de l'école, la jeune fille qui autrefois nous avait demandé de construire une école dans son village prend la parole pour nous remercier chaleureusement. Aujourd'hui diplômée et toujours étudiante, elle a su comme ses amis rattraper son retard pour se consacrer pleinement à ce qui devrait être obligatoire et accessible pour tous, l'instruction. Il est temps pour nous de repartir vers d'autres aventures. Et à chaque fin de mission, nous prenons le temps de demander à Abdoul de repérer pour nous les villages les plus défavorisés qui auraient besoin à la fois d'une école, mais également de l'électricité. Sur ces conseils, nous partons visiter un nouveau village, Guédéouro. Cette fois-ci, le maire de la commune et toute son équipe seront de la partie pour nous accompagner, nous conseiller et participer à ce projet. Ce village comprend 2 classes. La première étant dure mais vétuste. La toiture est entièrement à refaire, les sols, les murs,
et le mobilier mériterait un léger rafraîchissement. Quant à la deuxième salle de classe, inutile de vous en faire la description. Je laisse ces quelques images vous présenter les conditions encore actuelles de milliers d'élèves et de leurs professeurs dans le désert du Sahel. « 15 mois plus tard, notre référent, Abdoul, nous envoie ces quelques images. Il s'agit de l'inauguration de notre nouvelle salle de classe. Les branches et les feuilles ont laissé place à un bâtiment flambant neuf, entièrement fourni de matériel scolaire. Quant à la salle de classe que nous devions refaire intégralement, voilà le résultat. Du carrelage sur le sol, des murs entièrement repris, la mise en place de tableaux et bien sûr toute la toiture refaite à neuf. Pour terminer cette rubrique sur nos constructions d'écoles, nous vous amenons dans un dernier village. Lumbi Laobé possède 2 classes provisoires fabriquées par les villageois. Mais quand le professeur des écoles mesurant plus d'1,90 m a pris ses fonctions, il découvre à son arrivée que les 2 salles de classe possèdent une hauteur sous plafond, sous branche, de 1,60 m. Il passe donc l'intégralité de ses journées voûtées. Mais ce n'est pas tout. Comme il est le seul professeur présent, il organise son temps à faire des va-et-vient continus entre les 2 classes afin d'assurer le meilleur enseignement possible à des élèves de niveaux différents. Devant l'urgence de la situation, nous prenons la décision de faire construire une école le plus rapidement possible. Nous sommes en octobre 2024, à peine 10 mois après notre venue. Les 2 classes provisoires se sont transformées en 2 bâtiments flambant neufs. Les élèves, la population, mais surtout le dos du professeur nous en remercient grandement. Il reste encore tellement de classes provisoires. Dans l'avenir, nos actions seront donc principalement tournées vers la construction d'écoles. Mais avant cela, lors de nos voyages, un problème récurrent nous a sauté aux yeux. Face à l'inexistence de médecins ophtalmologistes et d'opticiens, une grande partie de la population du Sahel doit vivre quotidiennement avec ces problèmes de vue. Nous avons donc fait le choix pour notre dernière mission de 2024 d'investir dans un frontofocomètre et un autoréfractomètre pour tenter de pallier ce manque. Après avoir passé avec Eloïa plusieurs semaines à trier des milliers de paires de lunettes, nous sommes de nouveau prêts à partir sur le terrain pour commencer une nouvelle aventure. Le temps d'organiser nos différents pôles de consultation, nous devrions être en mesure de répondre aux problèmes de myopie, d'hypermétropie, de presbytie et dans une moindre mesure d'astigmatie. Nous sommes prêts à accueillir les premiers patients. Lors de cette mission, nous avons distribué plusieurs centaines de paires de lunettes et avons rendu la vue à un grand nombre de personnes. Toutefois, nous avons rencontré un problème de taille. Le sable, le vent et les yeux ne font pas bon ménage. Une grande partie de la population présente de graves problèmes pathologiques oculaires devant lesquels nous sommes restés impuissants. Il faudra donc sur un prochain voyage trouver un médecin ophtalmologiste pour nous accompagner et voir si nous pourrons dans l'avenir soulager un peu plus la souffrance de ces populations. Et maintenant, je voudrais terminer avec l'histoire dans l'histoire. Ce genre d'histoire incroyable, où devant la fatalité et les moments où il n'y a plus aucun espoir, les planètes décident sans savoir pourquoi de s'aligner entre elles. Nous sommes en 2012, et sur les centaines de photos en ma possession, par hasard, je choisis pour faire l'affiche de notre festival Salsafrica celle d'un enfant qui, pour je ne sais quelle raison, me touche. Lors de notre voyage de 2013, notre président Vincent reconnaît en pleine nuit et au milieu de centaines d'enfants le visage de Djibi. Mais rapidement, nous apprenons que cet enfant est gravement malade. Nous décidons de lui financer un examen approfondi à l'hôpital Fann de Dakar. Et le résultat nous foudroie tous, sans exception. Il ne reste à Djibi que quelques mois à vivre. Il est atteint d'une pathologie cardiaque grave. Quelle était la probabilité que cette opération précise et périlleuse existe? Quelle était la probabilité que l'inventeur de cette opération rare soit un Bordelais, le professeur Fontan? Pourquoi ce soir-là, en plein cours de danse, je déballe mes frustrations à quelques élèves, sans savoir que parmi eux m'écoute un cardiologue, Michel, qui nous ouvrira un paquet de portes? Quelle était la chance qu'après un refus légitime de la part de mécénat cardiaque, une de ses responsables passe dans une boulangerie, tombe sur une boîte à dons faite par un de nos élèves, me recontacte et finit par accepter de prendre en charge une grande partie de l'opération? Quelle était la probabilité en 2 mois que les élèves de Free Salsa se mobilisent pour récolter la somme de 14 000 € pour finir de payer le coût de son opération? Alors quand Djibi arrive en France, incapable de tenir debout, et que les médecins nous annoncent que son pourcentage de survie est inférieur à 10%, nous refusons tout simplement d'y croire. Cet enchaînement de hasard ne peut pas mal se terminer. Djibi sera opéré le 23 décembre, la veille de Noël, dans le meilleur hôpital et par le meilleur chirurgien cardiaque de Paris.
En convalescence pendant plusieurs mois dans une famille d'accueil, nous prendrons le temps de lui rendre visite, de lui offrir quelques balades, et peut-être au passage de le gâter un peu. Certains d'entre vous n'auront sûrement pas oublié comment ce petit garçon a réussi en une phrase à faire pleurer l'intégralité d'une salle de spectacle, les élèves, le staff, les musiciens et même les portiers. Depuis, JB nous accompagne sur chacun de nos voyages. Il nous prête main forte, nous sert régulièrement de traducteur, il fait des études et s'en sort très bien. Mais surtout, JB est devenu un homme. Et suite à la disparition de son père, notre association continue de le parrainer chaque mois afin que ce jeune garçon puisse atteindre ses objectifs de vie. Bon, cela fait déjà 16 minutes que j'ai commencé cette histoire. Et malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous parler de ce conteneur de matériel hospitalier que nous avons envoyé à l'hôpital Mario Munoz de Matanza, à Cuba. De tous nos voyages en Guinée-Bissau dans l'archipel des Bijagos, où nous avons posé des installations électriques dans de nombreux villages, permettant aux enfants de pouvoir faire des kilomètres matin et soir dans une forêt hostile avec enfin de la lumière. Des centaines de kilos de médicaments que nous avons amenés sur ces îles, et de tous les problèmes que nous avons eus du coup avec les douanes. Du matériel scolaire que nous avons distribué dans toutes ces écoles. De toutes les fois où nous avons donné du matériel de pêche aux différents villages proches du fleuve Sénégal. De la construction d'une toiture pour une pouponnière dans le village de Guilla. De la rénovation complète de la toiture de l'école de Mafré, qui s'était arrachée un soir de tempête. Du maraîchage, des produits spécialisés pour les cultures en zone semi-désertique, ou tout simplement de ces milliers de graines reproductibles que nous avons distribuées aux populations. Des 7 conteneurs que nous avons envoyés grâce à vous, pour un total de plus de 120 tonnes de matériel scolaire et médical. À titre informatif, sachez que certains de nos élèves ont souhaité tout au long de cette aventure nous apporter une aide financière en préférant garder l'anonymat. Un grand merci à eux. Nous avons pu compter sur le soutien de nos élèves, de différents centres commerciaux et entreprises de la région, de certaines mairies comme Cestas, Lormont, Pessac ou Mérignac, de la société Ontas qui héberge gratuitement nos conteneurs depuis presque 10 ans, qui nous laisse les clés de leur site pour que nous puissions organiser les pesées, le tri, les chargements et le déchargement pour chacun de nos conteneurs. Et bien évidemment d'une foule d'artistes au grand cœur qui ont fait le choix d'apporter leur aide et leur talent à cette aventure. Depuis 2008, la compagnie Free Salsa aura investi plus de 375 000 € pour améliorer les conditions de vie de centaines de personnes. Et cela, sans jamais toucher la moindre subvention. Je ne peux pas terminer cette histoire sans remercier une fois de plus cette formidable équipe, qui aura passé tellement de temps à faire en sorte que les rêves utopiques d'un couple de saltimbanques puissent devenir une réalité. Les copains, sans vous, tout cela n'aurait simplement jamais pu exister. Alors encore une fois, 1000 merci pour votre investissement. En conclusion, je dirais qu'il n'y a pas de conclusion, pas de fin. Tant qu'il y aura des personnes pour danser la salsa, des bénévoles pour donner de leur temps et des gens investis, alors cette aventure continuera, tout simplement. Merci à vous.